Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Pepsi Actu. On va parler d'un énorme procès, un truc énorme à l'international et personne n'en parle ici. En France, j'ai vu 2-3 articles mais pas plus, alors que ça peut avoir des énormes répercussions. Alors pour la petite anecdote, dernièrement j'ai vu un post sur le mur de DJ Dan Evans. Oui, Facebook existe toujours. Du coup, ça parlait d'un procès de 2 producteurs jamaïcains qui voulaient faire un procès aux gros producteurs du reggaeton en disant que bon, le reggaeton, ce qui est vrai, est issu d'un rythme jamaïcain. Du coup, tous vos milliards de vues, là, vos millions de dollars et tout, on veut un pourcentage. On veut être crédité. Tout ça, c'est à nous. Donc du coup, je me suis dit, wow, fallait que je vous en parle. Comme d'hab, j'ai mes notes juste ici. Alors au commencement, Cleveland, a.k.a. Clevie et Wyclef Steely, les génies derrière le fameux Fish Market. Le rythme emblématique du reggaeton, connu sous le nom de Dembow, a été créé par des producteurs de dancehall jamaïcains à la fin des années 1980 et au début des années 90. Composé d'une multitude d'instruments tels que le kick drum, kick down drum, timbal, etc. Bon, il y en a pas mal. Le Dembow tire son motif de percussion de différentes influences musicales de la Caraïbe, notamment le dancehall, le soca, le calypso et la cadence, souvent attribué au créateur du rhythm, Pokemon Jam. Shabba Ranks, lui, il a mis en lumière ce rhythm dans le son Dembow que vous connaissez tous. Dembow, 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 Dembow. Man on the table, me say that Dembow. Gyal a clean rifle, me say that she bow. At least pick out, I me know a gyal bow. Extrait de son album Just Reality en 1991 et depuis, ces éléments musicaux sont présents dans plus de 80% des productions de reggaeton. C'est énorme. Tum takata, tum takata. Taka 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 taka. Boom. Le reggaeton a vu le jour au Panama à la fin des années 80. Cependant, c'est à Porto Rico qu'il a trouvé ses lettres de noblesse grâce à une pléiade de musiciens portoricains dans les années 90 et au début des années 2000. Le terme reggaeton a été employé la première fois en 88 par l'artiste panaméen El General, considéré comme le père du reggae en espagnol. Il voulait décrire cette musique comme reggae grande, un grand reggae, en utilisant le suffixe ton qui est un superlatif, comme ici, comme on peut dire bellissime. Donc en français, reggaeton aurait donné le reggaissime. Les divergences orthographiques persistent, mais la fusion du hip-hop et du dancehall a donné naissance à un genre d'abord appelé underground. Donc on l'appelait l'underground puisque c'était des sons underground. Et après perreo, el perreo. Maintenant le perreo on l'utilise plus pour décrire la danse qui est associée au reggaeton, qui est en fait un backshot. C'est Chebe Moudlan et puis voilà. Donc déjà, on continue. On va pas se mentir, au début, le reggaeton, c'était assez redondant. À chaque fois, la même chose, la même ritournelle, la même basse, le même kick. C'était le Dembow, quoi. C'était le Dembow avec 2-3 variantes, mais c'était exactement la même chose. La popularité du reggaeton a explosé dans les années 2000, gagnant l'attention internationale. Mais avant cela, la scène underground a été confrontée à la critique gouvernementale et à la répression policière, dépeignant les rappeurs comme des corrupteurs irresponsables de l'ordre public. Malgré les controverses initiales, le reggaeton a lentement gagné l'acceptation au sein de la communauté portoricaine. Des clubs dédiés à la scène underground ont émergé et des politiciens ont commencé à utiliser le reggaeton dans leur campagne électorale pour atteindre les jeunes électeurs. En 2004, le reggaeton a conquis les États-Unis et l'Europe. Tego Calderón était diffusé à la radio aux États-Unis. Tandis que la musique gagnait en popularité chez les jeunes, l'album elcangri.com de Daddy Yankee et celui d'Hector et Tito ont marqué cette année, tout comme les productions de Looney Tunes et Noriega avec Massflow, Yaga et Maki, et bon, on va voir s'il y en a plein. Il y en a plein. Des singles à succès tels que Oyemi Kanto.
Gasolina de Daddy Yankee ont ouvert la voie à la reconnaissance mondiale du reggaeton. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le chata, les origines du chata, je peux vous dire que le reggaeton en Martinique à cette époque, ça tournait, on avait une bonne session reggaeton. Je vais vous mettre des extraits de sons que j'aimais pas mal. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí, papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí, ven a mí. Tú me dejaste caer, ella me deba, llámale poca mujer, ella me deba. Ella todo lo que tiene, no atraviesa lo que te tiene, este choque que lo detiene, aunque no tiene la ley. Salvaje, mi rebelde, león, sale, de que te muerde, tú sabes que tengo un verde, no peleamos en the break. Un beso de boca a boca, percibe mi aroma, en algo que provoca que te vuelva ya loca. Cuando estamos a solas los dos en la cama, y me cuentas tu mañana, que fue la que me ha. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de expandir el hombre digno de sus amigos. En mai 2006, l'album King of Kings de Don Omar a atteint le sommet des classements aux États-Unis, dévoilant un reggaeton qui prenait d'assaut les charts et brisant des records de vente. Dans la même veine, Hips Don't Lie de Shakira, avec la collaboration de Wyclef Jean, est devenue la chanson la plus populaire de l'histoire du genre, avec un rythme de dembow en background. Really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. En juin 2007, El Carter 3, The Big Boss de Daddy Yankee, a établi un record de vente la première semaine pour un album reggaeton avec 88 000 exemplaires écoulés. Il a dominé les charts latino et rap et s'est classé 9e du Billboard 200. Wisin et Yandel ont suivi avec Wisin vs Yandel, Los Extraterrestres, atteignant la 14e place du Billboard 200 et la première place des top latines albums plus tard en 2007. Attention, on va parler de l'effet Despacito parce que là, ça a été un game changer. En 2017, le phénomène Despacito de Luis Fonsi avec Daddy Yankee a pris d'assaut le monde, devenant la vidéo la plus vue sur YouTube et propulsant Daddy Yankee au sommet des charts de Spotify. Cet immense succès a renouvelé l'intérêt des labels américains pour le marché de la musique latine. Ce triomphe, combiné à celui de Micrente de J Balvin, a marqué le début d'une nouvelle ère de crossover latino, démontrant que la musique espagnole peut concourir un public mondial, même au-delà des pays hispanophones. En avril 2018, Tebote, qui a fait 1,8 milliard de vues sur YouTube, De mi vida te boté, te di banda y te solté, yo te solté. a marqué un autre tournant avec des artistes tels que Nio Garcia, Casper Magico, Darrell Ozuna, Bad Bunny, Nicky Jam. Cette chanson aux sonorités reggaeton et latin trap a dominé les charts. De nombreux artistes ont ensuite adopté un nouveau style avec un dembow minimaliste fusionnant le reggaeton et le latin trap. Donc vous me suivez, naissance du reggaeton. Maintenant on va parler du fameux procès. En mars 2023, le duo jamaïcain Cleveland Brown, a.k.a. Clevie, et Wyclef Johnson, a.k.a. Steely, ont porté plainte contre des superstars du reggaeton dont Luis Fonsi et Daddy Yankee, ainsi que Justin Bieber et plein d'autres. Ils revendiquent le mérite d'avoir créé le genre avec leur titre Fish Market, sorti en 1989, contenant le tout premier exemple du rythme dembow qui allait devenir l'emblématique reggaeton. Steely Clevie Productions intente un procès affirmant que 3 des hitmakers les plus célèbres du reggaeton ont illégalement interpolé le rythme du Fish Market. La plainte mentionne 56 chansons, il y a de l'argent en jeu là, dont des succès majeurs comme Despacito de Luis Fonsi et Yankee, en collaboration avec Justin Bieber, et Gasolina de Daddy Yankee. Ce sont des exemples, mais tu vois, ça c'est des sons à des milliards de vues, donc des millions de dollars.
Le procès soulève des questions cruciales sur la propriété intellectuelle dans l'industrie musicale, remettant en cause la notion de créativité et de droit d'auteur dans le contexte de genres musicaux en constante évolution. Alors que la réutilisation et les samples sont courants dans la culture musicale jamaïcaine et latino-américaine, le reggaeton, devenu une industrie de plusieurs milliards de dollars, suscite désormais des débats sur la nécessité d'une reconnaissance et d'une compensation équitable pour les créateurs originaux. Bien que la plupart des rythmes ne soient pas protégés par le droit d'auteur aux États-Unis, Steely and Clevie soutiennent que le dembow de Fish Market est unique et original, justifiant ainsi leur demande de crédit et de redevance. L'action en justice révèle également les enjeux de représentation et de privilèges dans l'industrie musicale, où les artistes hautains plus clairs, majoritaires dans le reggaeton, sont souvent favorisés. Cela souligne une hiérarchie raciale persistante qui s'étend des Amériques, où les genres musicaux jamaïcains tels que le dancehall et le reggae, bien que populaires mondialement, ne bénéficient pas de la même parité économique que le reggaeton. Donc voilà, les bases sont posées. Messieurs, ouvrez vos porte-monnaie. On a créé le reggaeton. Donnez-nous notre pourcentage et on n'en parle plus. Comme vous pouvez le voir, c'est assez sensible puisque, imaginez, les mecs gagnent, ça veut dire tous les styles musicaux là qui sont inspirés, par exemple l'afrobeat qui est inspiré du dancehall ou le zouk et la kizomba, bref plein de trucs, même ce qu'on appelle la pop urbaine avec le zouk. Si eux ils gagnent, mais tous les producteurs vont dire hey, les gars, vous nous devez là, vous nous devez de l'argent parce que on a inventé ça. Donc là, s'il y a jurisprudence les mecs, on continue. Parce que là, il y a eu un premier passage chez le juge. En octobre 2023, un juge fédéral américain a exprimé des inquiétudes quant à une vaste action en justice pour violation du droit d'auteur contre Bad Bunny, ainsi que contre plus d'une centaine d'autres artistes, dont Karol G, Pitbull, Anita, Drake, Daddy Yankee, etc., etc. L'affaire, qui consolide plus de 50 poursuites connexes déposées au cours des 2 dernières années, allègue que le succès de 1989 de Steely Clevie Fish Market a introduit le rythme distinctif du dembow devenu emblématique du reggaeton. Les plaignants affirment que Fish Market a été copié ou échantillonné dans environ 1800 chansons de plus de 160 défendeurs sans crédit ni compensation. Donnez-nous l'argent. De notre côté, les avocats de Bad Bunny, le principal accusé dans cette affaire, ont nié toute infraction. Je cite, « Je veux que cette affaire soit réduite de 75% en retirant la composition musicale. Et franchement, je ne pense pas qu'ils auront de réclamation contre Bad Bunny car il n'y a pas d'échantillon là-dedans, » a déclaré Freundlich après l'audience. Désolé si j'ai mal prononcé le nom de l'avocat. Le juge André Birod Jr. a soulevé la question cruciale de savoir si cette poursuite risquait potentiellement de brider la créativité de tout un genre musical, bien qu'il ait refusé de rendre une décision immédiate. Il a souligné l'impact du reggaeton sur divers genres musicaux et s'est interrogé sur le risque que cette affaire étouffe la créativité de ces genres. Les avocats de Steely and Clevie ont plaidé en faveur de la reconnaissance et de la compensation, tandis que les avocats de Bad Bunny ont cherché à réduire l'affaire en éliminant les allégations de violation liées à la composition écrite de Fish Market. Je cite un autre avocat de Luis Fonsi, « Un genre musical entier, le reggaeton, s'est développé sur plus de 30 ans. Ont-ils porté plainte? Ont-ils déposé une réclamation? Ont-ils fait quelque chose? Non, a déclaré l'avocat Donald Zacharin qui représente plusieurs défendeurs, dont Luis Fonsi. La dispute s'est centrée sur la question de savoir si un rythme de batterie peut être protégé par le droit d'auteur. Les avocats de Bad Bunny ont argué que les compositions de Steely and Clevie ne se concentraient que sur les droits d'auteur, excluant les éléments tels que le choix des instruments et des sons synthétisés. Ils ont également remis en question l'originalité de Fish Market, suggérant que des éléments similaires existaient dans des musiques précédentes, bien avant ce son. Le juge a pris l'affaire en délibéré, soulignant la complexité des arguments des deux parties et la nécessité d'une évaluation minutieuse. Cette affaire pourrait avoir des répercussions majeures sur la protection du droit d'auteur dans la musique, mettant en lumière le dilemme entre la créativité artistique et la reconnaissance des influences musicales fondamentales. Vous l'avez bien compris, c'est assez tendu pour le juge. Statuer sur ce genre d'affaires, ça peut créer un précédent extraordinaire. Vu comment le truc est parti, je pense pas que Steely and Clevie vont gagner ce procès.
ça c'est sûr. Peut-être un accord privé, une petite compensation, mais ça va pas aller plus loin. Ça va pas aller plus loin. Le procès, s'il devait aller devant un jury, pourrait marquer un précédent important en matière de droit d'auteur pour les rythmes musicaux. L'issue de cette affaire pourrait non seulement influencer la façon dont le reggaeton est traité dans l'industrie musicale, mais également redéfinir les règles du jeu pour d'autres genres musicaux qui s'inspirent de leurs prédécesseurs. En fin de compte, cette affaire met en lumière les tensions entre la créativité, le succès commercial et la nécessité de reconnaître les racines culturelles et musicales d'un genre qui a conquis le monde entier. Très bonne conclusion, monsieur Pepsi. Effectivement, je crois j'en avais parlé dans une vidéo au moment où Specta parlait des plagiats dans le dancehall. Dans ma vidéo, j'avais parlé justement que souvent, dès que l'argent commence à rentrer, tu m'as plagié, tout ça. Donc du coup, ça bride la créativité. C'est bon, dans le rap, c'est mort, hein. Dès que tu utilises un sample, tout ça, faut chiffrer tout ça. Mais dans le dancehall, c'était ça qui était bien, le sample, que le rythme des années 80 ressort dans les années 2020. C'est ça qui était beau, l'utilisation des samples, quoi. Et là, de toute façon, l'argent est en jeu, là. Il n'y a pas de... pour la culture, pour la musique. Là, c'est... Tu payes. Ben, cette vidéo là est finie. C'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette histoire. Bien sûr, je vous donnerai des updates dès que ce sera terminé ce procès. Et pour finir, comme je l'ai dit et je l'ai écrit dans ma conclusion, j'ai mis toutes les sources, les 2 articles que j'ai utilisés, le Guardian et je crois Rolling Stones. Je vais mettre les liens dans la description. On reste connecté, hein. Et pour la culture, à la prochaine.